Je suis avec les membres du collectif afroféministe Moissy. Alors je suis en compagnie de Alma et de Afrofly. Voilà, le collectif afroféministe Moissy, comme vous l'aurez compris, c'est un collectif afroféministe qui a débuté il y a combien de temps et pourquoi et qui était à l'origine du collectif. Je vous écoute. Alors, le collectif a fêté son premier anniversaire le 21 novembre dernier. Donc à l'origine, ce sont des femmes congolaises qui se sont réunies pour une première action qui était une marche silencieuse contre les viols en RDC. Donc à cette suite, d'autres femmes afrodescendantes, ouest-africaines, caribéennes se sont jointes à elles. Et Moissy s'est formée petit à petit. Il y avait combien de membres au départ et maintenant vous êtes combien aujourd'hui? C'était 2 membres, si je me rappelle bien. Et maintenant, en fait, il y a différents... Au niveau des membres actifs ou des sympathisants, parce qu'il y a vraiment cette notion de différents statuts. Pour les membres actifs qui participent, on est une quinzaine. D'accord. Et vous faites quoi? Vous faites des manifestations, vous vous regroupez, vous organisez des événements, vous faites quoi concrètement? On est militante, mais moi personnellement j'aime bien préciser qu'on est activiste parce qu'on inaugure, on fait beaucoup d'actions. Donc c'est pas que virtuel, donc beaucoup de manifestations. On organise des rendez-vous Afrofem qui sont des après-midi ateliers sur différentes structures pour disons déconstruire sa propre lutte, son discours et même apprendre en fait. C'est un espace pédagogique entre femmes afrodescendantes. Donc des rendez-vous Afrofem, des cafés Afrofem qui reflète bien l'idée du café citoyen, café littéraire, où on se réunit de manière vraiment bien plus informelle pour parler sur une thématique. Et on a aussi des petites ambiances care, des brunchs. On a fait la troc party en décembre. On a organisé, il y avait des ateliers, il y avait du coup Christelle et sa maman qui nous ont nourris avec tout ce qu'il fallait. De la checker. Vegan ou pas vegan. Donc on a proposé à des femmes afrodescendantes d'avoir des petits stands pour vendre, pour faire une sorte de un petit vide-grenier. C'était accompagné d'un atelier pour les attachés de foulard, un atelier introduction à l'afro-véganisme. Voilà. Et aussi un atelier beauté, parler de l'intersection entre l'impérialisme et l'industrie de la beauté en fait. Donc mais ça c'était en plus dans le cadre de la COP21, donc comme le dit Alma, vraiment dans le cadre d'une éconologie en plus. Donc, mais on a aussi organisé quelque chose pour la JFAI, qui est la Journée internationale des femmes africaines. Et c'est une journée qui a été promulguée il y a 50 ans. Ouais. Presque une cinquantaine d'années par une afroféministe malienne. Et on s'est rendu compte que, du moins, dans les archives, il n'y avait rien. Et donc, rien n'avait été fait à ce jour-là pour cette journée. Donc, le 31 juillet dernier, on a organisé une projection de débat plus soirée. Et donc, on a, par nos propres moyens, fait un docu. On l'a pas encore intitulé. Un mini-docu sur la journée des portraits de femmes africaines. Voilà. Et on a, dans ce documentaire, on a voulu portrayer des femmes de tout âge, de toute classe sociale, de religions différentes et de tout pays africain en fait, que ce soit nord-africaine ou ouest-africaine. Qui peut participer à ces événements ou vous rejoindre? Et comment faire s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui veut vous rejoindre? Déjà, il faut qu'on soit clair là-dessus, c'est sûr que Moissy, c'est un collectif non mixte. Okay. Et on est vraiment très strict sur la non-mixité qui est à la fois de genre et de race, on va dire. Donc c'est vraiment, les femmes qui sont bienvenues dans Moissy sont des femmes afrodescendantes qui s'identifient comme telles. Voilà. Bon, après, femmes ou personnes non binaires évidemment, parce qu'on est aussi en déconstruction du point de vue des expressions de genre, etc. et tout. Donc après, si ce sont des personnes qui se reconnaissent dans notre définition d'afroféminisme, sont les bienvenus en fait. C'est pour ça qu'on envoie souvent les gens vers le site, mais quand ils lisent le site, ils ne comprennent pas exactement ce que ça veut dire et ils sont tout de suite refoulés par le côté non-mixité en fait. Ils ne comprennent pas le principe de la non-mixité. Ok, il y a des gens qui voient quand ils voient... Oui, non-mixité c'est... Ensuite, on attaque ségrégation inversée, voilà, racisme anti-blanc et misandrie.
misandrie. Voilà, les misandries. Parce que même si l'idée du collectif c'est quand même de pouvoir créer un espace, parce que pour moi ça a été, moi j'étais comme ça au début. Hein. La première fois j'ai vu non-mixité, j'ai fait non-mixité et j'ai cru que c'était super, enfin vraiment super extrême. Et puis en fait j'ai vraiment compris en la vivant la non-mixité par ailleurs et dans Moissy, de voir que c'est en vraiment créant un espace où on peut se réunir dans une forme de non-mixité, ça nous permet de créer, d'exprimer la diversité. C'est en rencontrant d'autres femmes noires, afrodescendantes et métisses que j'ai pu voir à quel point on était différentes et à quel point c'est nécessaire de déconstruire tous les stéréotypes et les préjugés. Parce que sinon il y a toujours le côté, moi j'ai toujours été la noire de service, je pense qu'on a toutes été à un moment une noire de service, sauf que de voir à quel point on est différentes en fait, à quel point on a des... Vous avez ressenti le besoin de vous réunir entre vous. Moi, je voudrais vous demander déjà quand vous avez ressenti le besoin de trouver d'autres femmes pour parler de ça et quand vous avez ressenti le besoin d'intégrer, enfin, d'afroféminisme dans votre vie et à partir de quand vous avez compris, vous êtes intéressé, vous avez cherché, vous êtes documenté sur l'afroféminisme. Je pense que c'est une nécessité en fait. C'est une nécessité, comme elle me dit, dans différents groupes. On se retrouve soit être à la noire du service, le token, où on exagère, on extrapole. Donc c'est très dans ces nécessités en fait de lutter avec des personnes qui ont au moins vécu une même expérience, le même parcours en fait. Donc et le même parcours intersectionné. Donc c'est comme dire, la non-mixité, c'est vraiment pour répondre au concept de la théorie de l'auto-émancipation. Donc une lutte pour les opprimés, par les opprimés. Donc c'est quelque chose, quel que soit le sujet en fait. Quel que soit le sujet. Et c'est quelque chose qui nous est beaucoup reproché, autant par les blancs que par d'autres racisés aussi. Même moi, jusqu'à très récemment, j'ai déjà eu des femmes qui me disaient mais vous excluez d'autres racisés, donc vous faites exactement ce que les féministes blanches font, donc on devrait vraiment être, ça devrait vraiment accueillir toutes les femmes. En tant que femme noire, la négrophobie, une femme asiate, une femme maghrébine ne fait pas face à cela en fait. Et donc à partir de quel moment vous vous êtes rendu compte que vous avez eu ce déclic par rapport à l'afroféminisme et vous vous rendez compte que c'est important peut-être d'abord le féminisme et après l'afroféminisme, parce que en tout cas moi je suis passée par le féminisme, après j'ai pu constater que c'était quelque chose qui me convenait pas, où je voyais des inégalités et je suis allée vers l'afroféminisme. Enfin racontez-moi votre parcours et votre évolution personnelle jusqu'à l'afroféminisme. Et moi ça a été un peu pareil que toi, ça a commencé vraiment plus sur la déconstruction des normes de genre parce que c'est ce qui me touchait le plus. Ouais. Mais je pense que c'est aussi par rapport à... J'avais une sorte de biais vraiment mental qui faisait que je ne percevais pas certaines choses, notamment par rapport aux dynamiques de race. Mais étant métisse, moi j'ai grandi avec une mère noire et un père blanc. Donc déjà j'étais aussi aux premières loges pour certains types d'interactions intersectionnelles, on va dire, voilà. Et c'est bien, en fait c'est bien plus tard que j'ai reçu vraiment le besoin d'être avec des sœurs, comme on dit, comme chez nous on dit des sisters. À chaque fois, en fait, je me suis rendu compte que je ne trouvais pas ma place, que ce soit ma place en tant que noire, que ce soit ma place en tant que femme, que ce soit ma place en tant que queer, ma place en tant que handicapée, ma place en tant que pauvre, de classe populaire, disons, j'y trouvais pas ma place. Et je pense que ce qui primait déjà avant tout, c'est ma place en tant que femme noire, en fait. Donc, en rencontrant certains membres de Moissy, je me suis rendu compte que c'était une évidence en fait. Et que c'était que dans cette non-mixité afroféministe que je pouvais lutter de manière intersectionnelle avec des personnes qui me comprendraient. Et donc, qu'est-ce que vous conseillerez comme lecture, comme film, comme série, comme chaîne YouTube à des personnes qui voudraient comprendre l'afroféminisme, qu'ils soient hommes, femmes, blancs, noirs, pour se renseigner sur la question? Il y a notre super pote Sista Amandine Gay qui est cinéaste et qui a son projet qui s'appelle Ouvrir la voie. Qui a écrit la préface de la traduction française de Ne suis-je pas une femme de Bell Hooks, donc vous pouvez googler sur Amazon, même à la FNAC. Mais sinon oui, il y a une bibliographie sur le site de Moissy pour tout ce qui est lecture. Après, pour tout ce qui va être autre médium, entre médias comme la vidéo, malheureusement, à part toi, Naya, pas grand monde en francophone. Ouais. C'est vrai en fait.
C'est vrai. pour ça que j'encourage, d'ailleurs je le dis, j'encourage toutes les filles qui voudraient créer une chaîne YouTube et qui n'ont pas le courage de le faire pour parler de ces questions et même pour parler d'autre chose, de ce que vous voulez, ce qui vous passionne, à ouvrir une chaîne YouTube parce qu'il n'y a pas assez de femmes noires sur le YouTube français. Donc c'est vrai que en plus c'est sûr que pour la peine je suis très contente d'avoir un certain niveau d'anglais parce que très tôt en fait j'ai eu cette tendance à m'intéresser au contenu anglophone parce qu'il parlait justement de ces sujets-là qui n'étaient pas discutés en français. Donc déjà aussi le rapport à la langue je trouve assez important parce que du coup c'est devenu extrêmement banal de regarder des choses en anglais pour moi. Et je me suis mise à un certain niveau, mais du coup quand on n'a pas ce niveau en anglais, il y a plein de choses qui nous passent un peu sous le nez en fait, je pense. Ouais. Enfin, et j'aimerais bien préciser un point, ne vous dites pas « Oh, il y a déjà une sista, il y a déjà une femme noire qui a déjà lancé sa chaîne YouTube ». On nous met très souvent en tant que femme noire sur un pied de concurrence, et vous regardez Gradia, Cosmo, Glamour, Madame Figaro, elle, aucune femme blanche ne se lance pas en se disant qu'il y a déjà quelque chose sur le marché. Et de la même manière qu'il y a plusieurs féminismes, il y a plusieurs afroféminismes, on a toutes et tous des parcours différents. Donc apporter, le verbaliser est important. Donc vraiment n'hésitez vraiment pas à prendre la caméra, à prendre vos plumes ou votre clavier pour parler de votre parcours et ne vous limitez pas, ne vous freinez pas en disant il y a déjà une noire qui le fait quoi. Parce que je trouve que c'est quelque chose qui est dans n'importe quel domaine, que ce soit politique, que ce soit artistique. Donc quand on regarde la musique, Nicki Minaj et Beyoncé sont souvent mis sur des pieds de comparaison, de concurrence. Même dans l'art du cinéma, on a Viola Davis, Sarah J. Henson, plein d'actrices qui ne sont pas castées parce qu'il y en a une qui est déjà castée. Enfin, là, on est toujours mis sur un pied de concurrence, donc, alors qu'on a toutes quelque chose à dire, parfois la même chose. Et alors, en fait, là, il y a vraiment besoin de contenu francophone, il y a vraiment besoin de contenu afro-francophone. Lancez-vous quoi. Que ce soit de la fiction, que ce soit de l'actualité, du commentaire d'actualité, il y a beaucoup de choses à dire, à revoir du point de vue de l'afroféminisme, c'est sûr. Et même politique, où que vous soyez en province, que vous soyez en West-Afrique, aux Antilles, lancez-vous pour essayer de trouver. Surtout qu'il y a plein de. Moi je suis plein de comptes Twitter, de nanas géniales. Et parfois, je ne vais pas citer de nom, et pas forcément noires, hein, plein de filles racisées qui s'expriment super bien, qui ont un tas de choses à dire, qui postent des tweets géniaux, qui ont des blogs super intéressants, et je me demande pourquoi elles ne se rendent pas plus visibles en faisant des choses sur YouTube. Ça se trouve qu'elles n'ont pas envie, c'est pas grave, mais je suis sûre qu'il y en a plein qui ont peur, qui n'osent pas, ou qui n'ont pas le courage. Et du coup, je trouve ça super dommage et voilà, j'aimerais bien qu'il y en ait un peu plus pour parler de ça et qu'on soit solidaires entre nous, même sur YouTube. Peut-être qu'on colonise YouTube. Il y a peut-être une raison en fait. Plus on est visible, plus on est vulnérable en fait. Ouais. C'est quelque chose qu'Audre Lorde disait très souvent et c'est quelque chose qui nous frappe au jour le jour. Surtout en tant que militante, plus on est visible, plus on est vulnérable, plus on est face aux préjugés, aux commentaires, aux attaques. Donc déjà Twitter, on est derrière un logo, derrière une profile picture, une PP, on est derrière nos écrits. Je me souviens il y a 2 ans sur Twitter et je regarde maintenant aujourd'hui, j'ai pu en un clic, j'ai pu pour la marche de la dignité, j'ai pu réunir 40 femmes. 40 femmes pour avoir un cortège féministe à la marche de la dignité. Je sais qu'avant, pour parler de ces sujets-là sur Twitter, personne. Donc petit à petit, les sujets vont se faire. Il y a plus en plus de filles qui parlent. D'ailleurs, j'en parle dans ma vidéo sur l'afroféminisme. Je dis qu'il y a plus de femmes noires qui s'expriment par rapport à ces sujets, c'est cool. Et même moi, avant de commencer ma chaîne YouTube, j'étais en mode, déjà, je reçois des attaques extérieures dans ma vie. En général, je me dis, si je le fais sur YouTube et je crée ma chaîne, ça va se multiplier par 10. Donc j'avais super peur par rapport à ça. Et j'ai 5% de trucs vraiment horribles, des attaques vraiment injustifiées. Mais c'est pas grave quand tu vois que t'as 95% d'amour, c'est vrai. Donc je les invite toutes. Après, c'est vrai qu'il y a différents collectifs, surtout pour les collectifs afro, qui sont pas africains, on va dire afro-révolutionnaires comme ils disent. Il y a Case Rebelle que je conseille énormément à tout le monde vraiment de suivre en termes d'émissions web radio, vraiment à voir. Il y a l'émission Nassema qui est sur Radio Libertaire, il y a moi aussi, mais en fait on fait partie
je pense, d'une nouvelle vague où on veut faire des choses ensemble en tant que collectif, voilà. Je pourrais rajouter, insister sur ce dont tu parlais, sur les différents afroféminismes, et de me rappeler que ce n'est pas parce qu'on est en non-mixité que c'est du communautarisme méchant, où on est toutes pareilles, on est toutes différentes, on a toutes des vécus différents, on a tous des privilèges différents. Moi je me rends bien compte, et là je parle en tant que métisse, j'ai un privilège au niveau de ma couleur de cheveux, de ma couleur de peau, de ma nature de cheveux, au niveau de mon nom, parce que je peux avoir un nom qui peut... Enfin, est-ce qu'on a un accent? Est-ce que, il y a plein de choses qui sont très importantes, et d'arrêter, parce que moi on m'a souvent dit tu te victimises, ben non, je suis la première à reconnaître mes privilèges. C'est juste que comme je parle à des personnes souvent qui sont des personnes qui sont plus privilégiées que moi, elles ont l'impression que je me victimise, alors qu'on n'est pas sur du tout cette position-là, ni à Moissy, ni moi en tant qu'individu, je pense Christelle. En parlant de différents afroféminismes, j'aimerais rappeler que le nôtre il est pro-choix et intersectionnel. Par pro-choix, c'est qu'on est pour la liberté de l'expression physique et sexuelle, pour le port du voile, le droit à la contraception, le droit à l'avortement, et intersectionnel parce que nos identités sont multiples et les oppressions à laquelle elles font face sont multiples, et ne s'exercent pas une à une, on se fait gifler, comment dire, on est doublement invisibilisé par rapport à ces oppressions-là, que ce soit des discriminations raciales, validistes, sexistes, sexuelles et classistes. Je pense que c'est quelque chose à vraiment préciser, quoi. Il y a différents féministes, il y en a qui sont abolos, il y en a qui sont que contre la lesbophobie, et l'autre il est vraiment intersectionnel et pro-choix. C'est peut-être ce que j'aurais à rajouter. Et vous n'avez pas eu l'idée de créer un magazine? Parce que je trouverais ça super. Comme une en fait, le truc c'est qu'en vérité, des idées, il y en a plein. Ouais. C'est juste que, vraiment, du point de vue dans Moissy, on n'est pas... Moi, je vois beaucoup d'autres collectifs qui sont nouvelles dans le militantisme, et je vois beaucoup aussi des collectifs où il y a des gens, ils font ça à temps plein, quoi. Nous, on fait pas ça à temps plein, en fait. On a toutes des jobs, on a toutes des situations professionnelles plus ou moins complexes. Donc, du coup, pour mettre en œuvre quelque chose, je trouve que déjà, ce qu'on a réussi à faire... Moi, depuis que j'ai rejoint en tout cas le collectif, je suis très impressionnée de voir les forces qui se mobilisent et de voir ce qu'on est capable d'accomplir à plusieurs. Par exemple, le documentaire qu'on a fait en une semaine et tout, avec. Mais après, au-delà de ça, des sessions banderoles, des trucs vraiment assez gros. Le truc, c'est que les projets ils s'accumulent, et entre le moment de voir un projet accumuler et de voir se réaliser, il faut vraiment prendre son mal en patience. Donc, s'il y a des sistas qui veulent venir nous rejoindre et qui veulent aussi ajouter leurs compétences à ce bouillon de compétences déjà qu'il y a, parce qu'on s'est rendu compte, quand on a fait l'état des lieux au début, qui sait faire quoi, en fait on sait faire plein de trucs toutes. C'est juste qu'on n'a jamais été valorisé pour ça, donc on a du mal, on est les mieux placés pour ne pas réussir à se dire je sais faire ça en fait. Ok, je vous remercie. Pour moi c'est tout, à part si vous avez un dernier mot à rajouter. Merci à toi, big fan. Voilà, donc vous savez où les trouver. Je voulais vraiment qu'il y ait l'expérience de d'autres femmes noires par rapport à l'afroféminisme, à la suite de mon épisode de Kezako sur l'afroféminisme et l'intersectionnalité. Et du coup, si vous aussi vous voulez parler de ce sujet, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec plaisir. Et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Salut!